7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Jacques qui habite en Nouvelle-Calédonie. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Alors, on va dire que vous êtes médecin. Je vais rester un petit peu flou sur votre identité, sur votre localisation, par des questions de sécurité, tellement la situation est actuellement sensible en Nouvelle-Calédonie. C'est l'après-midi, à l'heure où l'on se parle, il est environ 15 heures. Alors, on suit évidemment sur Europe 1 les événements qui secouent le Caillou depuis lundi. Tout simplement pour commencer, Jacques, quelle est la situation à l'heure où nous nous parlons? Semble-t-il, c'est un petit peu plus calme que les jours précédents. Vous confirmez ou pas? Oui, en fait, la situation est contrastée. Il y a des quartiers où effectivement le calme est revenu. Bon, certes, on circule toujours avec difficulté parce qu'il y a toujours des check-up, des zones de barrage où on doit ralentir, on doit vraiment prouver qu'on n'a rien de dangereux avec nous. Mais globalement, dans certains quartiers de Nouméa, on circule bien. Par contre, il y a encore des quartiers qui sont très difficiles d'accès. Et qu'en est-il du vôtre? Vous vous organisez pour vous défendre? On parle beaucoup de milices d'autodéfense constituées depuis le début de la semaine, Jacques. Vous vivez ça? Oui, alors on vit ça. Moi, j'aime pas trop le terme de milice. En fait, ce sont vraiment des groupes qu'on a fondés d'autodéfense. Notre but n'étant pas de mener des actions offensives. On sort pas en milice en dehors de nos quartiers. On reste derrière nos barricades, on bouge pas et on vit un petit peu, je dirais, la crainte permanente de voir des gens arriver qu'on ne connaît pas et qui pourraient éventuellement être agressifs. Oui. Qui sont ces assaillants, Jacques? Ces assaillants, ce sont des gens qu'on croisait sans problème particulier il y a encore quelques jours. Ce sont essentiellement des jeunes hommes et des jeunes femmes qui, individuellement ou même en petits groupes, ne posaient pas de problème particulier ou du moins ne nous montraient pas ni de haine ni de rancœur. Et ce sont ces personnes-là qu'on retrouve maintenant en face de nous. Et qui vous veulent du mal. Vous vous sentez menacé? Oui, dans des propos très durs, des propos racistes. On en subit tous, quelle que soit notre couleur de peau, malheureusement. Mais des propos très durs, racistes, en disant tu vas partir de la Nouvelle-Calédonie, sinon ça va mal se passer pour toi. Des choses comme ça, bien entendu. Alors, ça fait d'ailleurs un demi-siècle, pratiquement, que vous, même un peu plus, je crois que vous vivez, Jacques, en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes arrivé au début des années 1970. On vous envoie le signal qu'aujourd'hui ce serait bon que vous partiez comme si vous n'étiez pas chez vous. Qu'est-ce que ça vous fait, Jacques? Ça me fait mal au cœur parce que ce pays, j'y ai investi beaucoup de temps, beaucoup de travail. J'ai pas l'impression d'avoir volé ma place ici. En tout cas, je l'ai prise à personne. Mon but étant d'essayer d'améliorer par mon travail le quotidien des personnes et d'apporter un plus à la société qu'on essaye de bâtir jour après jour. Mais c'est-à-dire qu'on vous envoie le message que la Nouvelle-Calédonie, ce n'est plus la France. On ne veut plus que ce soit la France. C'est ce message qu'une certaine partie de la population, mais pas tout le monde, qu'une certaine partie de la population nous envoie. C'est les plus bruyants, les plus visibles. C'est le message effectivement qu'on reçoit en ce moment. Mais alors, c'est qui c'est plus visible? On a beaucoup parlé, notamment le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a pointé du doigt la CCAT notamment. Qu'est-ce que c'est que cette cellule de coordination des actions de terrain? Oui, on peut dire que c'est le bras armé ou en tout cas les porte-voix du parti, enfin des partis indépendantistes néo-calédoniens qui veulent faire partir la France de la Nouvelle-Calédonie. Oui. Ils sont représentatifs. Cette CCAT, ça représente combien de personnes d'après vous à la louche, l'estimation que l'on pourrait faire? À la louche, ça doit représenter quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes sur une population qui en compte 300 000. Vous voyez tout de suite ils représentent quand même une quantité relativement importante. Mais est-ce qu'ils sont tous, je dirais, réellement conscients de ce qu'ils font et des actes qu'ils réalisent? Ça, je n'en suis pas certain. Alors, on a vu aussi, Jacques, les images très impressionnantes de magasins pillés, repillés, brûlés, rebrûlé, avec un sentiment d'une espèce d'acharnement comme ça sur les commerces. Et on parle de situation de pénurie. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe, Jacques. Est-ce que vous avez encore à manger, notamment? Parce qu'apparemment, il y a des gens qui aujourd'hui n'ont plus rien à manger.
Oui, il y a des gens qui ont plus grand chose à manger. Moi, j'ai de la chance. Bon, je n'avais pas fait de prévision particulière, mais j'ai encore 2-3 jours de provision devant moi. Mais je sais pertinemment que si le circuit de distribution n'est pas rétabli dans les 2 à 3 jours, je vais commencer à souffrir. Ça, c'est certain. Oui. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont dans des situations bien plus critiques que moi. Oui. Alors, on a signalé que vous étiez médecin. Est-ce que vous parvenez à voir vos patients depuis le début de la semaine, Jacques ? Ah non, c'est impossible. C'est impossible par peur. Alors, certains pourraient éventuellement venir parce qu'ils sont pas très loin, mais malheureusement par peur ils ne veulent pas venir. Et puis d'autres qui ont essayé se sont vus refouler, même en disant qu'ils avaient besoin d'une consultation avec un médecin. Oui. Et vous êtes inquiet pour eux, la situation de l'hôpital aussi, le fameux Medipôle, c'est là où ont été opérées notamment toutes les personnes qui ont été blessées lors des émeutes. Je pense aux gendarmes, je pense aux policiers, mais pas que. Apparemment, la situation autour du Medipôle est absolument critique aussi. Hein. Oui, la situation est critique parce qu'il y a de nombreux barrages. Alors, tantôt ils laissent passer, tantôt ils ne laissent pas passer. Ce qui est critique, c'est le renouvellement des équipes médicales et paramédicales sur place. Alors, ils tiennent le coup, ils font un travail extraordinaire. Ils sont présents, ils sont volontaires, ils sont courageux. Il faut être courageux pour y aller. Il faut être courageux pour y rester parce que quand on sait qu'on a nos familles potentiellement menacées, forcément, ça incite pas à vouloir absolument rester à l'hôpital. Et pourtant, toutes ces équipes soignantes restent à l'hôpital et font un travail extraordinaire. Je crois que tout le monde a été débordé par l'ampleur de cette vague qui est arrivée et qui était par sa violence tout à fait inattendue. Tout à fait inattendu. Voilà, ils se sont attaqués absolument à tout. Ils se sont attaqués à des écoles, ils se sont même attaqués à des centres de dialyse. Quand on sait que les gens qui sont dans les centres de dialyse dépendent de soins et s'ils ne reçoivent pas ces soins, malheureusement, en quelques jours, leur pronostic vital peuvent être engagés. Tout ça, en fin de compte, ça nous a complètement échappé. Mais pourquoi, d'après vous, attaquer des magasins, des centres de dialyse, des pompes, des stations-service ? Enfin, est-ce qu'il y a un sens à toute cette casse, d'après vous ? Je crois qu'il y a un sens pour attaquer certaines enseignes pour mettre à mal l'économie calédonienne. Ça, je pense qu'effectivement, il y a eu un geste très volontaire et pour ça maintenant, et ils se sont peut-être aussi fait déborder par leur base et ces hordes de personnes se sont mis à attaquer tout ce qu'ils trouvaient. Oui. Donc en fait compte, oui, effectivement, il y avait 2 volets à ce problème-là. Vous avez vécu les événements des années 80, Jacques, puisque, comme je le disais, vous êtes en Nouvelle-Calédonie depuis les années 70. Est-ce que c'est comparable à ce que l'on vit actuellement chez vous ? Non, c'est pas comparable. D'abord parce que les événements dans les années 80 étaient essentiellement, en grande partie, en dehors de Nouméa. C'était la Brousse qui avait beaucoup souffert à cette époque-là. Là, c'est vraiment Nouméa et puis les grandes villes autour de Nouméa qui sont impactées. Donc la violence aussi est pas du tout la même. La volonté de destruction non plus. C'est plus grave. Non, à mon avis, oui, je pense que c'est plus grave. De l'ampleur du mouvement, je pense que c'est plus grave. Merci beaucoup, Jacques, de votre témoignage courageux, parce qu'il faut accepter de prendre la parole dans ces conditions, dans ces circonstances où tout le monde s'écoute, tout le monde se regarde, tout le monde se surveille. Ça n'est pas simple. Merci à vous, Jacques, et on vous souhaite donc bon courage pour les jours et les semaines à venir. Merci d'avoir témoigné sur Europe 1 ce matin. Merci, Dimitri. Merci beaucoup.